Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'entreprise BlackRock. C'est une société américaine spécialisée dans la gestion d'actifs et notamment connue pour ses ETF iShares. L'entreprise est aussi le plus important gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 8500 milliards de dollars d'encours. Dans la première partie de cette vidéo, on va parler rapidement du business model de l'entreprise et aussi des derniers commentaires qu'ont fait la direction, notamment suite aux résultats du premier trimestre 2023. On regardera ensuite les chiffres de l'entreprise, qu'est-ce que j'en pense, le prix actuel, globalement ce que j'en pense et quel serait mon prix cible si je voulais un jour l'acheter. Et c'est d'ailleurs ce que je vous dis en dessous, c'est un petit peu l'avantage de regarder les entreprises qui nous intéressent, de comprendre le business model et de se faire une idée d'un prix cible qu'on voudrait. Et ensuite, on le stocke sur un Excel comme je vous avais montré dans d'autres vidéos, ce qui fait que si une entreprise vient toucher un prix qui pourrait m'intéresser, eh bien ça me permet ensuite d'aller faire une analyse beaucoup plus approfondie. Là, j'ai passé pas mal d'heures dessus, mais j'ai pas non plus passé des jours à faire toute l'analyse qualitative notamment qui est très longue. Et donc si un jour l'entreprise vient à un prix qui m'intéresse, clairement je vais le faire avant de décider de l'acheter. Ce type de stratégie me permet de gagner beaucoup de temps parce que je peux voir plus d'entreprises et je m'y intéresse qu'au bon moment où je pourrais peut-être l'acheter. Donc c'est aussi un petit peu l'objectif de ces vidéos, de vous faire une présentation générale de l'entreprise et on finira avec la conclusion dans laquelle on récapitulera ce qu'on a vu, ce que je pense de l'entreprise et à quel prix j'aimerais l'acheter si je voulais un jour la faire rentrer en portefeuille. Donc tout d'abord, pour savoir ce que fait l'entreprise, je suis tout simplement allé sur le site des relations des investisseurs et puis je suis allé chercher les documents financiers. Donc ici on a le 10K et ensuite le business est tout simplement décrit. Et vous avez aussi une présentation un petit peu plus esthétique, mais globalement c'est les mêmes informations. Donc je vous ai récapitulé sur un slide ce qu'ils font. Donc l'entreprise, tout simplement, elle propose des produits financiers aux clients. Alors, il y a évidemment les ETF qui sont très connus, qui soient basés sur des indices et donc assez passifs, ou alors des ETF actifs. Ils ont aussi tout ce qui est les fonds mutualisés aux États-Unis pour la retraite, et ensuite ils ont pas mal de conseils, etc. Et si vous reprenez un petit peu ici la récapitulation en fait du chiffre d'affaires, eh bien vous allez chaque ligne le chiffre d'affaires pour l'activité et en bas vous avez le total de presque 18 milliards de chiffre d'affaires. Et donc si on regarde, on voit que la première partie qui est en fait tout ce qui est les investissements passifs et actifs, et là on parle ici d'être payé via les frais des ETF, notamment par exemple les frais aussi de gestion et aussi le fait qu'ils peuvent lend, donc ils peuvent prêter leurs actifs à des personnes par exemple qui voudraient faire des options, etc. Donc aussi ils font travailler le capital qu'on a placé chez eux. On voit que ça pèse plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Donc la grosse partie de leur business, c'est quand même vraiment ça. C'est proposer des ETF, récupérer des frais, prendre les actifs et aller les faire travailler peut-être en les prêtant à des personnes qui veulent faire des options, etc. Et ensuite, ils ont d'autres revenus, mais qui représentent moins en chiffre d'affaires. Et donc là, eh ben, on a tout ce qui est le conseil, tout ce qui est accès à leur système, leur technologie, leur système d'analyse, le suivi des entreprises, etc. Et au final, on voit que sur 2022, on a eu 17 milliards de chiffre d'affaires. Alors sur le papier, pour moi, ce business, quand je vois globalement comment est décomposé leur chiffre d'affaires, eh ben, c'est clairement une machine à cash, c'est presque des revenus récurrents. Évidemment, si les clients retirent leurs actifs, il y a moins d'actifs en gestion, mais les personnes qui mettent de l'argent dans des ETF tous les mois en faisant du DCA pour la retraite, etc., eh ben, ces fonds, ils restent et tous les ans, eh bien, BlackRock récupère son pourcentage, donc ses frais, et clairement, ils gagnent de l'argent comme ça. Donc je pense que ce sera évidemment quand même un petit peu cyclique, puisque on a les fluctuations du marché. Si le marché est à la baisse, les personnes peuvent paniquer et vendre, et donc il y a moins d'actifs sous gestion et donc moins de frais. Et on le verra plus tard d'ailleurs sur les revenus, c'est cyclique et ça suit vraiment quand même la bourse et l'économie. Et dernier point que je préciserai, c'est qu'on va quand même certainement avoir des marges très constantes et un business assez constant sur le long terme. Puisque globalement, eh ben, c'est tout le temps un système de fonctionnement qui est très simple. Il y a des actifs, on a des frais sur les actifs pour la gestion et on récupère notre petite part des frais, et donc la petite part du gâteau. Ce qui fait qu'au final, je pense qu'on va avoir des marges plutôt élevées et surtout des très bonnes marges. Et c'est un business qui, comme on le verra plus tard d'ailleurs, paye un dividende, le paye depuis longtemps et l'augmente bien, tout simplement parce que c'est un business simple, facile à comprendre et globalement, il est assez dur à disrupter et c'est une chose que j'aime. Passons maintenant aux commentaires du CEO, et sachant que c'est des commentaires qui viennent aussi d'une interview qui a eu lieu sur CNBC. Donc lui, il ne voit pas de très très grosse récession, et s'il voit une récession, il la verrait plus début 2024, voire fin 2023, mais il est quand même très prudent là-dessus. Par contre, ce qu'il dit après, je le trouve extrêmement pertinent. Il dit qu'avant tout, pour lui, ça va dépendre de comment va évoluer l'inflation et de comment va réagir la Fed par rapport à l'inflation. Parce que c'est clair que les taux directeurs ont un impact direct sur l'investissement, puisque le risk-free rate, donc l'investissement le plus sans risque, entre guillemets, qui sont les obligations d'État, si les rendements augmentent, eh bien forcément, il faut remettre tous ces modèles à jour, puisque si les rendements des obligations augmentent, eh bien forcément, tout actif qui va rapporter autant qu'une obligation ou même moins, il n'y a aucun intérêt à investir dessus, puisque autant
acheter des obligations qui auront moins de risques. Donc voilà, c'est évident que ça a beaucoup d'impact. Et si la Banque centrale américaine venait à arrêter d'augmenter les taux, voire même à les baisser, ce serait extrêmement bénéfique pour les marchés boursiers. Et lui, il en parle évidemment parce que l'argent qu'il gagne, c'est directement lié au marché boursier. Parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même une entreprise pour laquelle le chiffre d'affaires va être directement corrélé à combien il y a d'actifs dans l'entreprise. Et il parle aussi de l'inflation et il dit que pour lui, l'inflation va quand même rester un petit peu élevée. Il ne pense pas qu'elle va peut-être descendre à 0, 1 ou 2%. Et il pense qu'on va certainement rester autour des 4% et qu'on va trouver un floor, un bottom, ou dans lequel on n'irait pas vraiment plus bas et qu'on resterait quand même sur une inflation assez élevée. Ça, c'est son opinion et je trouve que c'est quand même intéressant qu'il le partage vu sa position qu'il a dans une grande entreprise de la finance. Une autre phrase aussi qui était assez intéressante, c'est il dit qu'il voit de plus en plus de clients qui essaient de baisser leurs risques. Et là, je vais interpréter, parce qu'il n'a pas dit précisément ce qu'il pensait, mais clairement, je ne serais pas étonné qu'en fait, il y ait beaucoup de personnes qui aient vendu les ETF, vendu les actifs pour récupérer du cash par peur. On a eu beaucoup de peur sur les marchés ces dernières années, comme vous le savez. Et du coup, eh bien forcément, s'il y a moins d'actifs et du cash qui est sorti, eh bien il y a moins de chiffre d'affaires pour l'entreprise, il y a moins d'assets under management, donc il y a moins d'actifs et donc il y a moins de frais dessus. Et c'est aussi pour ça que leurs revenus ont baissé comme on le verra, et ils sont très cycliques. Et si on a une grosse crise, un gros crack en bourse, ce genre d'entreprise est clairement impacté. Je vous propose maintenant de passer sur les chiffres de l'entreprise. Donc là, je vous ai fait une imprime écran du site Finviz, et on va d'abord aller quand même regarder le cours de l'action. Donc c'est une entreprise sur les 10 dernières années, en partant là d'avril 2013 jusqu'en 2023, elle a fait plus presque 180%, et ça c'est sans réinvestir les dividendes, ce qui veut dire que l'entreprise a fait même mieux, et on regardera plus tard la performance avec les dividendes réinvestis par rapport au S&P 500, quand on parlera plus concrètement des dividendes que l'entreprise paye dans cette vidéo. Et si vous zoomez un petit peu sur les dernières années pour voir ce qui s'est passé, on voit que l'entreprise, elle a clairement corrigé avec le krach qui a eu lieu en bourse, ce n'est pas étonnant, et depuis son point le plus bas qu'elle avait marqué en octobre 2022, comme d'ailleurs beaucoup d'autres entreprises, elle a repris 30%, mais elle est cependant toujours à moins 28 ou 29% de baisse par rapport aux points les plus hauts. Donc on voit que l'entreprise a quand même bien corrigé ces dernières années. Maintenant, si on revient un petit peu aux chiffres. Donc, c'est une entreprise qui pèse 100 milliards de capitalisation boursière pour des ventes à un peu plus de 17,8 milliards, ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de 5,66. Donc d'ores et déjà, je trouve que c'est quand même un petit peu cher, surtout par rapport à la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en composé, qui est de 5,6%. On voit ensuite que l'entreprise a fait un bénéfice de 5,18 milliards, ce qui va nous donner une marge nette de plus de 30%, ce qui est excellent. Et on retrouve déjà ce que je vous disais tout à l'heure, marge haute forcément, puisque c'est un business très simple, très peu de coûts, et donc forcément on va avoir des bonnes marges. Et aussi, je pense que la marge sera très stable, on le verra plus tard. Ensuite, au niveau des return on asset, return on equity et return on investment, bon, rien de choquant, 4, 14 et 11, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Si on prend la croissance attendue sur les 5 prochaines années, sur les bénéfices pour les analystes, on est entre 6 et 7%. Encore une fois, ça colle à peu près avec ce qu'on a eu les dernières années, et on va le voir sur le très long terme, ce n'est pas une entreprise qui a une très grosse croissance. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise qui paye un dividende. Et pas étonnant, très belle marge, faible croissance, donc ça va être une grosse entreprise mature à dividende a priori. On voit qu'elle paye 2,88% de rendement au prix actuel de l'action, et on est, pour rappel, à 694 $ au moment où je vous fais cette vidéo. Et l'entreprise a une croissance en composé depuis 10 ans de son dividende de plus de 12%. Donc c'est une entreprise qui n'a pas trop de croissance a priori sur le chiffre d'affaires ou sur le business, elle a quand même une croissance, on est à plus de 5%, c'est pas non plus négligeable. Par contre, clairement, c'est une entreprise qui augmente fortement son dividende, et clairement qui a un bon rendement pour moi à ce que je vois. Et si on regarde le payout ratio, on est à 50%. Donc ça veut dire que quand même l'entreprise reverse plus de 50% de ses bénéfices en dividendes. Après voilà, c'est normal, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils peuvent évidemment un petit peu le réinvestir dans le business, mais il y a un moment, ils ont tellement peu de dépenses, ils sont déjà tellement gros, une entreprise assez mature, et donc forcément, ils vont reverser, et c'est pas une mauvaise chose. Je vous propose maintenant de passer plus en détail sur des graphiques, comme on le fait souvent dans les vidéos. Donc tout d'abord, je voulais vous montrer vraiment que, on a une croissance qui est là, mais qui est assez faible, et surtout qu'on est sur du cyclique, par contre que les marges sont très stables. Donc si vous regardez, la courbe là, bleu foncé, c'est les revenus, et on voit donc qu'ils augmentent doucement, on voit qu'ils ont tendance à baisser. Par exemple, si vous vous rappelez, fin 2018, début 2019, on a eu des difficultés en bourse. Ensuite, on s'est très bien repris en 2020, donc là, gros afflux boursier, donc l'entreprise gagne en chiffre d'affaires, puisque plus d'actifs sous management, sous gestion. Et là, par contre, si vous regardez, depuis 2022, la rebaisse en bourse, et donc le chiffre d'affaires rebaisse. Donc clairement, un business cyclique, mais tendance haussière sur le long terme, rien à dire. Et si vous regardez sur le très long terme, ici je vais vous le montrer, on voit que sur les 10 dernières années, la croissance en composé du chiffre d'affaires est à plus de 6%, à 6,21%.
Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les marges. Si on prend la marge nette en vert, on voit qu'on se balade globalement toujours entre 28 et aller au plus haut 30-36%. 39% ici, vraiment au plus haut. Mais globalement, si je prends une moyenne sur le très long terme, elle va m'être donnée ici. On voit que la moyenne sur 10 ans de la marge nette est de 30%, ce qui est excellent et surtout ce qui est très stable. Si vous regardez, on a vraiment une belle ligne droite. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un business qui a l'air d'être stable et donc bien géré aussi. Et enfin, si vous regardez, vu que la marge nette est très stable, vous avez une très belle corrélation entre le chiffre d'affaires en bleu foncé et le résultat net, donc le bénéfice en rouge foncé. Et on voit clairement que les deux se suivent très bien et c'est normal puisqu'on a des marges stables. Donc franchement, rien à dire, petite croissance, mais croissance quand même, business très stable, très bien géré, c'est pas mal et je pense que le management n'y est pas pour rien. Ce serait intéressant dans une analyse qualitative complète d'aller regarder l'historique du management, comment ils ont géré l'entreprise, etc. Sachant aussi que là, je ne vous fais évidemment pas une analyse complète, je regarde avec vous les chiffres pour trouver moi-même mon prix cible que je vais me fixer, je vous le montrerai en fin de vidéo. Et si un jour je venais à acheter l'entreprise, je passerai beaucoup plus de temps, notamment sur la partie qualitative, voir comment l'entreprise est gérée, est-ce qu'elle a été bien gérée par le passé, quels sont les objectifs du management, quels sont les risques, quels sont les avantages compétitifs, le moat, etc. On continue sur les graphiques parce que cette vidéo va encore être longue, mais bon, après vous vous en plaignez pas, généralement vous me dites que vous aimez bien les vidéos assez techniques et longues, donc tant mieux. Bref, si on prend le PI, on voit que historiquement, globalement, on est en train de monter. C'est-à-dire que vous voyez, aujourd'hui, on est à plus de 20, et si vous prenez il y a quelques années, on se baladait quand même plusieurs fois sous les 10 et entre 10 et 15. Donc ça me fait dire que l'entreprise, eh ben, le marché est en train de lui donner une valeur plus élevée qu'à l'époque. Donc le marché est actuellement prêt à payer plus cher cette entreprise que ce qu'il n'était prêt de le faire il y a 10 ans. Donc est-ce que ça veut dire que l'entreprise est chère? Ça, on ne le sait pas encore. Il va falloir projeter les chiffres dans le futur pour savoir ce qu'elle gagnera et donc réactualiser dans le présent pour savoir combien on devrait la payer pour faire un retour sur investissement désiré. N'oublions pas que c'est les bases de l'investissement que de faire ce genre de calcul pour savoir combien on doit la payer aujourd'hui. Mais cependant, on a quand même une très belle indication qui nous dit que le marché en ce moment accepte de la payer plus cher. Si on va voir le price to sales, eh ben, on retrouve la même chose. On voit qu'il y a eu des années où on pouvait être sous les 3 et aujourd'hui, ça fait pas mal de temps qu'on ne descend plus sous les 4 et aujourd'hui, on est même à plus de 6. Donc l'entreprise se paye plus cher qu'il y a encore 5-10 ans. Si on continue sur le price to free cash flow, c'est la même chose. On voit qu'on se baladait sous les 10 sans problème et puis on est monté entre 15 et 20 et maintenant, on est très souvent entre 20 et 30. Et donc clairement, pour un business avec une croissance de 5 à 6% sur le chiffre d'affaires et aussi sur les bénéfices, je trouve que c'est un petit peu cher. Je vous montre ensuite rapidement le current ratio, mais bon, sur ce genre de business, on ne s'attend pas trop à avoir des problèmes de dette. D'ailleurs, on n'en a pas, vous voyez, on est tout le temps au-delà de 1 largement, tout simplement parce que l'entreprise a assez peu de coûts de fonctionnement. On le voit d'ailleurs via les marges, marge brute à plus de 80%. Donc clairement, c'est une entreprise qui aura a priori pas trop de problèmes de dette puisque elle fonctionne avec assez peu d'argent. On va aller voir les shares outstanding, donc on va aller voir les actions et en fait, on va surtout regarder que l'entreprise rachète des actions depuis plus de 10 ans de façon très consistante. On voit que sur les dernières années, on est entre moins 1 et moins 2%. Donc c'est du retour sur investissement déguisé pour les investisseurs. L'entreprise rachète des actions, moins d'actions en circulation et donc chacune de nos morceaux entre guillemets du gâteau, donc chacune de nos actions pèse plus dans l'entreprise puisqu'on rachète des actions. Donc l'actionnariat là c'est l'inverse des dilués, il y a moins d'actions et donc on gagne en pourcentage de possession de l'entreprise. Donc excellent. Et maintenant, on va aller regarder le dividende qu'on va regarder plus en détail. Donc, on voit une belle augmentation, comme je vous le disais, là, sur pas mal d'années. Et si vous regardez le rendement sur le long terme, c'est assez intéressant. Il a un très bon tracking. C'est-à-dire que si vous regardez, on est globalement toujours entre 2 et 3%. On descend ni jamais trop bas et ni on va trop haut. Donc, l'entreprise a quand même vraiment l'air de se concentrer sur payer un dividende stable sur le long terme en rendement, et évidemment pour les personnes qui l'ont acheté il y a 10 ans, eux ils ont un rendement du dividende qui est beaucoup plus élevé puisqu'ils ont payé les actions bien moins cher il y a 10 ans. Je vous avais ensuite parlé de regarder la performance de l'action avec les dividendes réinvestis et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc si vous regardez ce graphique, je vais un petit peu zoomer, vous avez ici en fait donc la courbe bleue du haut c'est l'action BlackRock avec les dividendes réinvestis. Ensuite en vert c'est l'action BlackRock sans les dividendes réinvestis. Donc si on va au jour d'aujourd'hui par rapport à 2013, on voit que l'entreprise elle a fait plus 195% juste avec l'action. Par contre, si vous avez réinvesti les dividendes chaque année, vous avez fait plus de 150%. Donc là, on voit vraiment l'intérêt de
réinvestir les dividendes et l'effet boule de neige. Et si vous comparez au S&P 500, on serait sur plus 178% sans les dividendes réinvestis et plus 212% avec les dividendes réinvestis. Donc l'entreprise depuis 2013 a fait mieux que le S&P 500. Si je regarde là sur les dernières années, on voit que sur les 2-3 dernières années, on est à peu près équivalent, un petit peu mieux, un petit peu moins. Et si je remonte encore plus loin, on va aller jusqu'en 2008 par exemple, 2009 juste après la crise des subprimes, donc vers le plus bas du marché. Et on voit que globalement, l'entreprise fait en effet un tout petit peu mieux que le S&P 500, mais là pour le coup, ça se joue pratiquement à rien, à 260% contre 273%. On va aller voir les payout ratio un petit peu plus en détail, notamment le free cash flow payout ratio et le payout ratio standard. Donc pour rappel, ce sont le pourcentage de free cash flow ou de bénéfices reversés en dividendes. Et la première chose qu'on va déjà remarquer, c'est que le free cash flow est beaucoup plus instable sur cette entreprise que les bénéfices. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu plus en détail, on le verra dans les chiffres, l'entreprise, elle traque beaucoup mieux, donc elle a une tendance à avoir des bénéfices plus stables que du free cash flow. Et si vous regardez quand même, globalement, le payout ratio, donc combien on reverse en pourcentage de bénéfices, on est toujours autour de 50%. Donc ça veut dire encore une fois que l'entreprise, eh bien, elle est vraiment carrée dans sa gestion. Elle a l'air depuis 10 ans de reverser entre 40 et 50% de ses bénéfices en dividendes. Donc vraiment, j'apprécie le fait de voir une constance encore une fois et donc une bonne gestion de l'entreprise. On passe maintenant à mon analyse chiffrée. Donc là, on va pas rentrer en détail dans les chiffres parce que je le faisais avant sur certaines vidéos, mais c'est vraiment long, indigeste et vous, ce qui vous importe surtout, je pense, c'est le résultat. Évidemment, je vous donne quand même les croissances que j'estime. Donc là, on prend par exemple ce chiffre d'affaires. Je pense que sur 2024, on aura une croissance clairement plus faible que la normale, à moins que le marché se reprenne fortement. Et ensuite, sur le très long terme, je vous ai mis autour de 6%, ce qui est historiquement à peu près ce qu'on a fait les dernières années. On le retrouve ici à 6,21% sur le graphique que je vous ai mis. Ensuite, bon, on remplit toutes les cases. Je vous ai mis en bas les prix que je pourrais vouloir la payer pour avoir un échelonnage en fait pour pouvoir comparer. Et si on regarde ici sur le long terme le PI, globalement l'entreprise, on voit qu'elle se paye entre 10 et 20. Et moi personnellement, je ne désire pas la payer trop cher et je me suis mis autour de 15 avec une marge de sécurité à 10% et un rendement demandé d'au moins 10%. Et on retrouve qu'il faudrait que je paye l'entreprise un petit peu plus de 400$. Si on va le faire sur le free cash flow, même si je suis honnêtement un petit peu plus embêté de le faire sur le free cash flow parce qu'il est beaucoup moins stable que les bénéfices, on va le faire quand même, mais c'est une entreprise vraiment sur laquelle je regarderai surtout les bénéfices parce qu'on l'a vu, il y a un super tracking dessus. C'est-à-dire qu'ils reversent bien toujours le même payout ratio, ils ont des bénéfices très stables et donc c'est une entreprise qui vraiment suit bien cette courbe. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder cette courbe sur cette entreprise. Dans tous les cas, on le fait quand même, donc on remplit toutes les cases. Je nous ai mis sur un price to free cash flow à 15, ce qui est assez bas, mais encore une fois, si on regarde, attendez, je vais vous rezoomer le graphique, je l'ai fait un petit peu en direct la vidéo comme d'habitude, on voit qu'aujourd'hui on a clairement un free cash flow qui est extrêmement élevé sur ces derniers mois, alors qu'on a eu des points beaucoup plus bas, donc je veux vraiment pas m'emballer et me dire qu'on me la payerait à un price to free cash flow de 30 dans 5, 6, 7 ans. Je préfère être très raisonnable et je vais me mettre à 15, ce qui me donne un prix d'achat pareil, autour des 400$. Et le dernier qu'on va faire, c'est un discounted cash flow, et cette méthode va très bien s'y prêter parce que c'est une entreprise qui a assez peu de croissance. C'est des modèles qui sont durs à appliquer sur les entreprises qui fait 20-30% de croissance par an. Par contre, c'est une entreprise beaucoup plus mature. Sur la fin de la courbe en S, pardon, si je la fais dans le bon sens, ce sera mieux. Donc voilà, c'est vraiment un modèle qui va mieux s'y prêter. Je vous ai mis en croissance du free cash flow pareil, du 4%, parce qu'on est quand même sur une période qui est difficile pour la bourse en ce moment, et on a vu leur chiffre d'affaires et leur free cash flow ont tendance à baisser depuis quelques trimestres. Et ensuite, je vous ai mis du 6%, ce qui est aussi ce qu'on fait historiquement, comme on l'avait vu sur le graphique ici, je vais vous le remontrer, là, à 6,45%. Donc historiquement, c'est à peu près ce qu'on fait. Ensuite, on remplit le cash, la dette, le nombre d'actions en circulation, la marge sécurité, et pareil, on se retrouve autour des 410$. Et c'est une entreprise qui est vraiment, qui traque très bien les chiffres, parce que je me suis amusé à faire les 3 tableaux dans l'ordre, et à peu de choses près, à chaque fois, je me suis retrouvé entre 400 et 450$. Et des fois, on a des nombres un petit peu incohérents selon comment on projette dans le futur, mais ça n'a pas été le cas sur cette entreprise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce que j'ai fait évidemment, c'est que je suis allé remplir un prix pour commencer à regarder l'action autour des 450$. Et donc pour l'instant, je suis en patience. Et si un jour l'entreprise venait à se rapprocher de ces prix, ça passerait sur du à regarder. Et en fait, je fais ce tableau qui me permet de très vite savoir si je dois aller analyser une entreprise plus en détail ou pas. Et pour information, les personnes qui sont dans le programme, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le fichier. Et je vous ai mis ici le fichier d'analyse que vous pouvez consulter comme on en a parlé. Le dernier point sur lequel j'aime toujours finir, c'est l'avis des analystes. Et là, eh ben, on va voir que je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et ce qui est bien, c'est que je le regarde toujours à la fin. Et ben, quand j'ai vu le prix que eux ils estimaient, je me suis dit, eh ben, on n'est pas forcément sur la même vision des choses. Après, je pense sincèrement qu'ils mettent aussi un prix si élevé parce que ils sont peut-être en train de s'adresser plus à des personnes qui cherchent du rendement.
Donc pour conclure, les analystes ont un prix cible autour de 757 $, ce qui est haut pour moi, mais je peux comprendre pourquoi ils veulent faire ça. Cependant, on voit qu'on est quand même sur un moderate buy et on n'est pas non plus sur l'affaire du siècle, même d'après les analystes. On va passer à ma conclusion. Donc je tiens à le dire, même si à la fin le prix ne correspond pas à ce que je suis prêt à payer, le business model me plaît énormément. C'est un business qui est plutôt stable, bon, un petit peu cyclique quand même. Par contre, on a une croissance faible. Mais ça, c'est largement compensé par le fait qu'on a une très bonne gestion de l'entreprise, une entreprise qui est quand même a priori assez protégée, qui a un business model solide, qui ne va pas disparaître demain. Enfin, ne jamais dire jamais, évidemment, tout business peut disparaître, mais je pense qu'on est quand même sur des business un petit peu plus protégés que l'on pourrait l'être sur des business, par exemple, qui pourraient avoir des produits physiques et qui pourraient se faire disrupter. Là, on est quand même sur un business model assez simple, on est sur de l'investissement. Après, voilà, je tiens à le dire aussi, c'est une magnifique boîte à rendement sur le long terme. Clairement, si on avait un profil peut-être un peu plus âgé que le mien, qu'on veut une entreprise solide qui va nous payer un dividende, qui prouve historiquement qu'elle prend soin de ses actionnaires, ils rachètent des actions, ils maintiennent leurs dividendes, ils l'augmentent énormément chaque année, rien à dire. Et c'est une entreprise clairement que moi je pourrais acheter, mais pas à 700 ou à 694 $. On a regardé, je crois qu'elle est à presque 700 $ en ce moment. Si elle venait toucher les 450-500 $, je me poserais vraiment la question de la rentrer dans mon portefeuille à dividende. Et donc ce sera un petit peu la conclusion de la vidéo. Si l'entreprise venait à recorriger massivement comme elle l'avait fait il y a quelques mois et qu'elle s'approchait des 500 $, eh bien clairement j'irai finir mon analyse qualitative complète. Je regarderai bien la stratégie, le potentiel, quelle est la vision sur le long terme des gérants, donc de la direction, la compétence du management, les avantages compétitifs, le secteur, la concurrence, l'industrie, quel est le moat, quels sont aussi tous les risques qui sont d'ailleurs listés dans le 10K, on n'a même pas besoin de les inventer, ils sont dedans, donnés pour nous dans ces documents financiers. Bref, voilà un petit peu tout ce que je regarderai, et clairement si un jour elle rentre dans mon portefeuille à dividendes, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo vous aura intéressé. Elle était assez longue, mais je sais que vous aimez ces vidéos dans lesquelles on rentre quand même pas mal dans les détails. Sachez aussi que si vous voulez un petit peu en apprendre plus sur l'investissement, ma vision de la bourse sur le long terme, ou tout simplement revoir les fondamentaux, ça fait jamais de mal à mon avis, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Et d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours très positifs sur ces vidéos, notamment sur Instagram, et c'est aussi pour ça que je me permets de souvent en parler, parce que c'est des vidéos qui m'ont pris pas mal de temps à faire, mais vraiment le contenu il est pas mal pour se rappeler les bases de l'investissement sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour voir une autre vidéo de la chaîne. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.